Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up. Merci de votre fidélité car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tant sur vos écrans que sur nos différentes plateformes numériques. Et ce soir encore, nous allons vous entretenir sur la question du cancer cutané chez la personne albinos, ce qu'il faut faire pour se mettre à l'abri. Et en deuxième partie, nous allons parler du donneur bénévole de sang, des donneurs qui se font très rares au Cameroun. Conséquence, les banques de sang sont vides. Donc, le temps qui nous sera alloué pour cette émission, nous allons avec nos deux spécialistes vous entretenir. Installez-vous confortablement, le temps pour moi d'aller les retrouver. À tout de suite. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à vous qui nous rejoignez. C'est connu que la survenue du cancer de la peau est le risque majeur de santé que courent les personnes atteintes d'albinisme. Les tumeurs surviennent généralement chez les sujets jeunes entre 25 et 35 ans qui n'ont pas accès non seulement aux soins médicaux et sont contraints de s'exposer au soleil à la recherche du pain quotidien. Le 13 juin dernier, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme, ceci a une fois de plus été vérifié. Et elle s'est engagée dans la lutte pour la protection de la peau de la personne albinos. Il s'agit du docteur Esther Dinabel. Bonsoir docteur et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Mireille, merci. Alors, on vous a vu très active le 13 juin lors de la célébration de cette journée-là de sensibilisation à l'albinisme. Pourquoi avoir décidé de vous engager pour cette cause ? Merci pour la question Mireille. S'engager pour la lutte contre l'albinisme, c'est faire de la prévention en cancérologie. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez dit, dû à l'exposition au soleil, les albinos vont développer premièrement des lésions précancéreuses que l'on appelle kératose actinique et par la suite des cancers cutanés, notamment les carcinomes basocellulaires et carcinomes spinocellulaires qui, s'ils ne sont pas pris en charge, très souvent pour le second qui est le carcinome spinocellulaire, qui peut évoluer vers une progression loco-régionale et donner des tumeurs très importantes qui vont altérer la qualité de vie du sujet albinos et parfois entraîner le décès de celui-ci. Alors c'est le lieu de lutter contre ce cancer qui peut être prévenu par des mesures simples et d'éduquer et de sensibiliser les parents d'albinos, les albinos déjà adultes, pour réduire le risque de survenue de ces cancers cutanés. C'est pourquoi nous nous sommes engagés pour lutter contre cette cause. Alors, docteur Dina, vous êtes engagé à travers une association, Vopacare, qui porte bien entendu l'association Albicare. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a été le déclic ? Pourquoi avoir décidé de mettre sur pied cette association ? L'association Vopacare, c'est une dénommée Volunteer for Palliative Care. C'est une association à but non lucratif qui a pour but d'améliorer la qualité de vie des patients qui présentent des affections de longue durée, dont le cancer, améliorer la qualité de vie non seulement des patients mais de leurs familles en apportant un soutien qui peut être physique à travers le soulagement de la douleur et des symptômes gênants, mais également un soutien psychosocial et spirituel. Et Albicare, c'est un projet qui a été rédigé par l'un des médecins membres de Vopacare, notamment le docteur Mouélé Mbassi, qui est lui-même personne vivant avec l'albinisme et qui a été sensibilisé à la cause des personnes comme lui qui vivent avec l'albinisme et s'est engagé en rédigeant ce projet qui vise à faire de la prévention primaire, c'est-à-dire sensibiliser sur les facteurs de risque et les réduire au maximum, mais aussi la prévention secondaire en détectant précocement les lésions précancéreuses et les cancers de la peau à un stade précoce, mais aussi en apportant un traitement par le biais d'actes chirurgicaux gratuits que nous faisons chaque année à l'hôpital de district de Bonasama, qui est notre partenaire.
Alors, vous avez parlé d'actes chirurgicaux gratuits. Docteur Dina, tout à l'heure, nous allons aborder la question de la prise en charge, mais il est important de savoir qu'est-ce qui cause véritablement ces lésions précancéreuses-là chez la personne albinos. C'est vrai qu'on sait qu'il y a le soleil, mais est-ce qu'il y a une autre cause? C'est le soleil qui est le problème et le fait que les albinos n'ont pas de mélanine, comme nous qui sommes colorés, pour les protéger contre les effets de ce soleil. Comprendrons que c'est le soleil qui est la seule cause de ces cancers cutanés chez la personne albinos. Est-ce qu'il y a des signes d'alerte, des éléments qui peuvent indiquer que là, vous êtes en train déjà de faire un cancer cutané? Faites gaffe, allez rapidement consulter. Les signes d'alerte, généralement, les sujets vivant avec l'albinisme vont constater qu'il y a des lésions qui apparaîtront sur la peau. Ces lésions commenceront soit par être rugueuses, marron, roses, ulcérées, sur des endroits exposés. Généralement, ce sont des endroits exposés au soleil, le visage, les oreilles, la naissance du cou. Et très souvent, chez nous, malgré le fait que les sujets vivant avec l'albinisme vivent sous les tropiques, ils ne se protègent pas toujours. Ils ne respectent pas très souvent les mesures de protection minimales. Et donc, on voit des petits enfants se balader sous le soleil sans vêtements, longues manches, chapeau large bord. Et ils sont donc exposés durant leur jeunesse, leur tendre enfance, leur adolescence, et développent donc ces lésions très tôt. Et c'est pour cette raison que vers 25 ans, 30 ans, on voit ces lésions qui se sont déjà transformées. Donc en fait, c'est très facile. Le sujet va se rendre compte que sur les parties exposées de son corps, il y a des lésions qui apparaissent. Ces lésions sont au début comme des croûtes. Elles ont une consistance rugueuse, ensuite elles vont s'ulcérer, elles vont avoir des bords irréguliers, vont augmenter de volume, vont prendre de la largeur et vont devenir indurées, dures, avec des bords irréguliers sur des zones exposées. Attention, ça peut être un début de cancer de la peau et il faut consulter rapidement un médecin dermatologue ou un médecin oncologue pour adresser ce problème-là. Alors, une fois, Dr Dina, que les lésions sont constatées par le sujet et qu'il va consulter, c'est possible d'y mettre un terme et que celle-ci ne se transforme pas en cancer? S'il s'agit de lésions précancéreuses, elles peuvent être traitées efficacement par les dermatologues. Maintenant, s'il s'agit des cancers cutanés confirmés par un prélèvement qui va être fait et qui va être envoyé au laboratoire pour être sûr, avoir la preuve qu'il s'agit d'un cancer, il faudra traiter. Le traitement va passer par la chirurgie, qui est l'un des traitements de prédilection, mais également en fonction du type de cancer auquel on a affaire. Je vous ai dit qu'il y avait deux types. Le cancer basocellulaire qui, lui, évolue souvent localement, ne donne pas souvent des localisations à distance, et le cancer épidermoïde ou spinocellulaire qui, lui, peut envahir les ganglions et même les ganglions avoisinants et même donner des localisations à distance. Pour ce cancer-là, la chirurgie seule généralement ne suffira pas. Les patients devront faire une radiothérapie complémentaire, c'est-à-dire être soumis à un traitement qui utilise des rayons X ou gamma pour améliorer le contrôle de la maladie sur le plan local, mais aussi au niveau des ganglions. Et parfois, lorsque la lésion est très évoluée, ils peuvent bénéficier d'une chimiothérapie première avant la chirurgie. Alors, docteur Dina, on comprend que le meilleur moyen de se mettre à l'abri d'un cancer cutané chez la personne albinos, c'est de se protéger du soleil, tout simplement. Se protéger du soleil, mais aussi faire des soins de peau. Alors, la peau doit être bien hydratée. Bien hydratée avec... Parce que donc, ça veut dire qu'on peut être protégé du soleil, mais faire tout de même un cancer. Parce qu'on n'a pas bien hydraté sa peau. Bon, on n'a pas bien pris soin de sa peau. Non, ça ne veut pas dire ça. On se protège du soleil, mais on y associe les soins de peau. Mais il faut aussi appliquer
des crèmes hydratantes et qui ont un indice de protection solaire élevé, autour de 50. Donc ce sont des crèmes solaires qu'il faut que les sujets albinos utilisent pour se protéger contre la peau. Et il faut regarder l'indice de protection solaire. Plus il est grand, plus la durée de la protection est importante. Il est recommandé de prendre des crèmes qui ont un indice autour de 50. Et ça dès le bas âge, dès la naissance. Dès le bas âge, dès que l'enfant albinos commence à être exposé au soleil, il faut le protéger. Alors, Dr Dina, avant de nous séparer, j'ai une petite préoccupation. Est-ce qu'il arrive souvent qu'on a un sujet albinos chez qui on a en même temps un cancer de la peau et un trouble visuel, un problème de vue? Est-ce qu'il arrive souvent que vous ayez des sujets comme ça, des patients comme ça? Alors, la majorité des albinos, je veux dire tous, ont des troubles ophtalmologiques. Oui. Ils ont des problèmes ophtalmologiques qui nécessitent qu'ils soient pris en charge précocement pour permettre qu'ils aient une meilleure vision. Oui. Et très souvent, le problème, c'est que dans les établissements, les enseignants ne sont pas suffisamment sensibilisés, ce qui fait que les résultats scolaires en pâtissent parce que les albinos ne voient pas bien. Donc, ils doivent être mis dans des conditions telles que la visibilité au tableau, la visibilité lorsqu'on fait des projections soit assez accessible pour eux. Et même parfois lors des examens, leur trouble visuel n'est pas pris en compte. C'est pour cela que c'est important de sensibiliser, parce que beaucoup arrêtent les études précocement à cause des mauvais résultats scolaires, tout simplement parce que ils n'ont pas bénéficié de l'encadrement qu'il fallait à l'école primaire comme au secondaire ou même parfois à l'université. Il faudrait donc sensibiliser à la fois les enseignants, à la fois les élèves eux-mêmes, les autres élèves et les responsables pédagogiques de tenir compte du handicap des albinos dans les établissements pour que ceux-ci aient des meilleurs résultats scolaires. Alors, je considère que c'est votre dernier mot, docteur Dina. Merci d'être passé sur ce plateau et bonne continuation. Continuez à faire ce que vous faites pour ces personnes, pour la personne albinos, prévenir les cancers cutanés. Merci. De nombreux albinos souffrent du cancer cutané, une maladie causée par la faible pigmentation de leur peau, avec des températures dépassant souvent 30 degrés et des emplois qui sont pour la plupart effectués à l'extérieur. Le risque de développer un cancer de la peau chez la personne atteinte d'albinisme est très élevé au Cameroun. En dehors du soleil, l'alimentation est également un facteur clé de la maladie. Il s'agit en fait des albinismes, c'est des génotypes différents. Pour parler par exemple des crevettes, les écrevisses, comme on dit. Je me dis parce que c'est un aliment que les albinos n'utilisent pas, même pas consommer, parce qu'il y en a qui font des allergies, beaucoup font des allergies, mais d'autres pas. Ça veut dire qu'il faudrait avoir chacun, doit essayer de se connaître déjà, avec des consultations. Pour se protéger du soleil, les médecins conseillent aux albinos d'utiliser les crèmes antisolaires, le port du chapeau et les habits noirs à manches longues. Alors que l'on parle de prévention des cancers cutanés chez la personne albinos, que les donneurs bénévoles de sang se font rares. Beaucoup donnent une connotation mystique au sang et son caractère sacré conforte certaines personnes dans cette position. Conséquence, les banques de sang sont vides. Notre banque de sang, comme toutes les banques de sang du Cameroun, connaît un déficit en poches de sang sécurisées, c'est-à-dire les poches de sang qui peuvent être administrées aux patients. Nous arrivons à sécuriser environ 600 poches mensuellement pour un besoin de 1500. Donc, vous pouvez voir le gap qui existe. Il existe 3 types de donneurs, le donneur de famille, le donneur bénévole et le donneur rémunéré. Au Cameroun, quelques personnes sont encore conscientes de l'importance du don du sang. C'est tout à fait normal de donner son sang pour sauver les vies. J'en ai donné il y a 10 ans pour sauver un ami accidenté. Je ne vais pas régulièrement, c'est quand on me fait appel que je vais bénévolement.
Quand ma grande soeur était malade, j'ai déjà eu à donner le sang. Et ça fait la deuxième fois que j'ai donné le sang. Selon un rapport du ministère de la Santé publique, 147 000 tonnes de cache-pots de sang ont été collectés en 2022. Le ministre appelle à l'engagement du Centre national de transmission sanguine pour pallier ce déficit. Check-up se poursuit, entamant la deuxième partie. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Vous pouvez également nous suivre en direct sur la page Facebook de Canadieux International et nous envoyer des questions, nous faire des suggestions via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. Alors, dans la suite, parlons du don de sang, notamment des donneurs bénévoles qui sont très rares. Conséquence, nos banques de sang sont vides et chaque année, le Cameroun a besoin de 416 000 poches de sang, mais ne reçoit même pas la moitié escomptée. C'est le cas encore l'année dernière, en 2022, sur les 416 000 poches attendues, le Cameroun n'a reçu que 148 000 poches de sang. On dénombre comme donneurs bénévoles un pourcentage de 1,57% sur une population de pratiquement 25 millions de la population. Vous imaginez le gap. La célébration de la journée mondiale du donneur bénévole de sang la semaine dernière a été l'occasion d'appeler les uns et les autres au sens du patriotisme, surtout à donner de leur sang pour sauver des vies. Le ministre de la Santé l'a fait et nous, sur ce plateau, nous allons le faire à notre manière en recevant un donneur bénévole. Aujourd'hui, il est le président de l'association des donneurs bénévoles de sang Rhesus négatif. Tala Chrétien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Mireille. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canadieux International. Pourquoi avoir décidé de vous investir dans le don de sang? Ça fait quand même près de 15 années que vous donnez de votre sang de manière bénévole et vous avez mis sur pied une association. Vous avez intégré de nombreux Camerounais et qui aujourd'hui donnent également de leur sang. Oui, merci. En 1988, donc à Tchang, à l'hôpital de Tchang, il y avait une grande sœur qui était souffrance. Elle avait une grossesse extra et il fallait déployer le personnel parce que je savais... Grossesse extra-utérine. Extra-utérine. Voilà, quand vous dites extra, il faut très bien qu'on soit... Extra-utérine, oui. Donc maintenant, il fallait donner le sang. Comme on était dans un établissement, j'étais secrétaire de direction, on a appelé tout le personnel. Aucun groupe de sang ne correspondait. Comme à l'avant-veille, durant 3 jours, j'ai travaillé beaucoup et sans repos, on a testé notre sang qui était compatible. Je me suis mis à faire un don de sang et j'ai choqué, c'était le premier appel. C'est-à-dire, ça fait 35 ans. Et 11 ans plus tard, à l'hôpital central de Yaoundé, je donne ma première poche de sang en 1999. Après Yaoundé, je reviens donc retrouver la cantine. J'ai dit donc, mais on donne le sang où? Bénévolement. On m'a dit, dirigez-vous à la banque de sang. Alors on veut bien comprendre, monsieur Tala Chrétien. Oui. Donc, la première fois que vous faites face à une difficulté d'obtention d'une poche de sang, c'était à Tchang en 1988. Et vous avez réussi à donner du sang pour sauver votre sœur aînée. Oui. 11 ans plus tard, vous allez faire votre premier don de sang bénévole. Oui, à l'hôpital central de Yaoundé. Oui. Ensuite. Et le bulletin de résultat faisant foi. Ensuite, maintenant, et comme j'étais basé à Douala, quand j'arrive à Douala, je demande... Alors, qu'est-ce qui vous avait poussé à faire ce don bénévole à Yaoundé? Volontairement. Je me rappelle donc de ce qui s'est passé il y a 11 ans. Je me dirige donc vers l'hôpital central de Yaoundé. Et je vais à la banque de sang et faire le don bénévole. Bon, rendu à Douala, j'ai pris des renseignements. On m'a dit qu'à la cantine, on faisait des dons de sang. C'est à partir de ce jour, cette année, que je devienne donneur bénévole dans l'association qui existait à l'époque. Et plus tard, compte tenu de la demande qui était en cette année de 1000 poches de sang, de besoin à l'époque à la cantine, bon, nous avons, après beaucoup d'années, créé une autre association où j'étais toujours simple donneur. C'est plus tard que je deviens président de l'association des donneurs de sang des résidus négatifs qui s'appelle Adoben. Alors, il faut préciser, Chrétien Tala, que les donneurs de résidus négatifs sont très peu dans la population camerounaise. Bref, le résus négatif dans le monde en général, c'est un peu rare de trouver des personnes
qui ont des résultats négatifs et c'est souvent difficile de faire des transfusions à ces personnes-là. Vous êtes résultats négatifs? Oui, même pas. C'est-à-dire que les résultats négatifs sont très rares. Oui. D'où le besoin de les sélectionner et de les ficher pour que le moment venu, ceux qui auront besoin des groupes de résultats négatifs qui se dirigent dans les banques de sang disposant un stock sécurisé de sang sans risque pour être transfusés. Alors, quels sont les mécanismes que vous avez mis sur pied pour amener les Camerounais déjà à adhérer à votre association et surtout à accepter de donner de leur sang, surtout qu'on sait que ce n'est pas la chose la mieux partagée. Les membres de l'association sont des jeunes étudiants et des personnes travaillant dans des sociétés. Nous trouvons une cible qui peut être une école de formation ou une université ou une réunion ou dans une église. Oui. Nous sensibilisons. Nous leur disons, on va aller faire le don de sang avec tel hôpital. Oui. Bon, ça peut être ici même, soit à l'église ou à l'université ou à l'hôpital. Oui. Ceux qui sont volontaires, déplacez-vous, mais déjà préalablement, il faut être compris entre l'âge de la majorité à 60 ans, 18 ans, 60, 65 ans. Il faut avoir une tension au-dessus de 50 kilos. Il faut avoir une bonne tension artérielle. Et il faut avoir un taux d'hémoglobine qui est vérifié sur place, qui est en dessous de 11. Oui. Bon, maintenant, quand vous sensibilisez 100 personnes comme ça en donnant ces critères, les femmes enceintes sont exclues, celles qui allaitent sont exclues, celles qui sont en état de menstruation sont exclues. Vous voyez que sur 100, il y a au moins 30 qui sont mis de côté, soit temporairement, soit définitivement, même ceux qui ont été transfusés. Et même si vous êtes sous traitement, vous ne pouvez pas faire un don de sang. Ceux qui se déportent sur le site du don, il y a un questionnaire que vous remplissez fidèlement. Donc, à l'issue de ça, vous signez et le médecin qui préside le don de sang vous qualifie avant que vous ne deveniez membre après le don de sang. Voilà, d'accord, c'est comme ça, c'est le processus de recrutement de vos membres. Ne prends pas le risque. Et ils savent, tous ces membres, que c'est de manière bénévole. C'est bénévole et volontaire, parce que quand on sensibilise, d'autres acceptent mais ne viennent pas. Ah, ceux qui viennent ça, qui partent faire un don de sang volontairement et vous remplissez une fiche. Est-ce que aujourd'hui l'association a encore besoin des donneurs volontaires? Au maximum. Oui. Pour combler, vous voyez, il y a un déficit de, quand en connexion, 147 000 poches sur 400 000 poches. Vous voyez, il y a un déficit de presque 300 000 poches de sang. Tout à fait. Alors, seuls vous et nous, surtout vous pour la sensibilisation, et plus tard peut-être l'État du Cameroun, on insérera dans le programme scolaire. Vous voyez, si vous permettez, en 2016, j'avais proposé, quand je représentais toutes les associations à Yaoundé, au sein des institutions, au ministre, à son excellence, monsieur le ministre, j'avais proposé d'insérer le programme de don de sang comme les PEV en paludisme, en tuberculose ou le VIH. Ouais, j'avais proposé que les mairies, les 360 arrondissements, les mairies soient, que nous collaborons. J'avais proposé que les chefs de communauté, les chefs supérieurs, les chefs de blocs et de villages soient insérés. Avec ça, ensemble avec vous et particulièrement votre chaîne, vraiment de Dieu, nous allons aller à la cible indiquée et on va ensemble expliciter. Vous voyez le programme élargi de PEV. Quand on descend faire les vaccinations, c'est de porte à porte. Ouais. Il faudrait qu'on pense un jour dans ce pays à faire comme ça pour combler le cap des 400 pour collecter le sang. C'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. Vous voyez la ville, vous voyez une ville comme Douala, comme nous y sommes, si 20 000 personnes viennent faire les dons de sang et qu'à l'issue de ça, vous voyez, prenons 500 personnes sont disqualifiées et que les autres personnes qui viennent, les 19 500, elles viennent, on élimine encore 1000. Il restera 18 000 de sang. Le sang serait gratuit. Alors, aujourd'hui, Chrétien Talla, on a compris, vous avez des mécanismes pour ramener des gens dans l'association et ces gens, avant d'être membres, sont d'abord éligibles. Ils passent devant un BDC pour être qualifiés si leur sang est de bonne qualité. S'ils peuvent être désormais considérés s'ils sont en qualité même d'aller faire un don. Qualité d'aller faire un don. En fonction de l'état d'hémoglobine. Alors, on comprend que c'est de manière bénévole, mais aujourd'hui, c'est le Centre national de transfusion sanguine
qui contrôle un peu, qui coordonne l'activité du donneur bénévole et qui coordonne les associations. Est-ce que vous estimez, vous pensez que le Centre national de transfusion sanguine fait véritablement son travail? Parce que on a remarqué, on a eu des plaintes dans la population comme quoi on va donner de notre sang, mais même pas un verre d'eau, même pas un bout de pain, on ne nous motive pas et pourtant on va s'épuiser. D'autres disent même que voilà, on donne de notre sang, on nous vend encore des poches de sang, les poches reviennent chères. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est une question. C'est 3 questions, voilà. Oui, voilà, à la fois. Bon, c'est une question à l'âge spectre. Le Centre national de transfusion sanguine, dont le directeur général, Dr Ndora Banya, est apte à faire combler les 400 000 poches ensemble avec vous et nous. Voici pourquoi. Mais pourquoi il ne le fait pas? Oui, non, écoutez, il y a eu un décret en 2003 qui demandait qu'on fasse les transfusions sanguines. 10 ans après, on crée le programme. Et le 3 juillet 2020, il est effectif, le centre national. Il faudra le démembrer. Il faudra le démembrer dans les 10 régions. Et il y a un parce que jusqu'ici, il y a un centralisé, le centre. J'ai dit que le Centre national de transfusion sanguine a collecté 147 000 proches. Il coordonne. Et quand les démembrements seront effectifs dans les régions et plus tard dans les départements, on sortira le don de sang dans les hôpitaux qui seront centralisés dans les centres régionaux. Donc, Adobin est même membre. C'est-à-dire que les centres descendront maintenant faire les collectes de sang. Ils mettront au centre, les hôpitaux viendront prendre les poches de sang comme si on approvisionnait les hôpitaux en médicaments et le problème serait résolu. Bon, je pense que j'ai répondu à la première question. Deuxièmement, maintenant, vraiment, honnêtement, vous connaissez Mireille, vous avez couvert l'événement plusieurs fois. Quand on fait un don de sang, à la fin du don, on donne une collation consistante. Et maintenant, on vous encourage, ce n'est pas une collation morale, on vous encourage à venir faire le don. Pourquoi? Nous avons travaillé ensemble avec le ministère de la Santé publique pour mettre un élément incitatif. Dans la carte nationale du donneur de sang est effectif sur le territoire national depuis juin 2020. Nous avons participé à ça, si bien que d'un don de sang à l'autre, ça fait 90 jours. Quand vous faites un don, 90 jours après 2 dons, 90 jours après 2 dons, 3 fois pour les femmes et 4 fois pour les hommes. Alors, vous bénéficiez d'une carte nationale de donneur qui vous donne droit à beaucoup d'avantages. Quels sont ces avantages? Voilà, après un don, quel est l'avantage? Donc, c'est après 3 dons. C'est après 3 dons. 3 dons de sang satisfaisants. Voilà, que vous avez une 3... carte nationale blanche qui est valable sur tous les territoires nationaux dans les hôpitaux publics. Et cette carte vous donne droit à quoi? La carte Parce que c'est bien que nos téléspectateurs la carte nationale, la carte nationale après 3 dons satisfaisants, après 3 dons de sang satisfaisants, vous donne droit à l'avantage parce que quand vous êtes face à une situation, ça vous couvre vous-même, votre femme, vos enfants, situation votre de maladie, vous voulez dire? Situation de maladie et ou de transfusion. Et votre mère, sachant qu'une personne ne peut avoir qu'une seule mère. Mais comme nous ne sommes pas fichés, je vous prends un exemple. Un donneur m'appelle disant qu'il est à Maroua. Il a donc fait le don de sang plusieurs fois à Douala, mais comme la carte n'était pas encore effective, il avait sur lui 5 bulletins. Il dit, rapproche-toi de la direction, filme, photocopie et fais une demande. Il a fait sois patient. Le directeur lui a accordé 20% sur les examens qui avoisinaient 1 million. Vous voyez ce que ça donne un peu. Donc moi-même, j'ai eu à être caution morale. Et être à caution morale de plusieurs personnes pour les aider. Après 22 ans, à Bamendiou dernièrement, j'avais l'enfant qui était interné. Pour peu que j'ai dit au médecin que j'ai fait 50 dons de sang et que je suis président d'association, il m'a dit, vous pouvez prouver. J'ai ouvert 2 documents. Il a vu et il a signé en bas. Quand il me rapporte de la caisse, il dit, monsieur, vous payez tant. Prenons un exemple. Vous payez 1000 francs. Il dit, lisez bien en bas. Regardez la signature. Elle a sursauté et j'ai donné moins 30%. Et j'ai saisi cette occasion pour remercier tous les médecins qui valorisent les donneurs, y compris surtout le médecin du district de santé de Bamendiou. Tous les donneurs seront toujours valorisés comme on a fait l'autre jour à l'hôpital en donnant des parchemins. Oh oui, merci. J'en ai 4. Je vous remercie. Voilà.
Chrétien Talla, merci d'être passé sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet autre numéro de Check-up qui était consacré en première partie au cancer cutané chez la personne albinos et en seconde partie aux donneurs bénévoles de sang qui se font rares au Cameroun. Nous espérons que nos deux spécialistes vous ont suffisamment édifié. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous rendre sur nos différentes plateformes via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans pour nous contacter et nous faire part de vos préoccupations. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou.